Le Michigan est un État souvent décrit à travers ses eaux et ses forêts, ses phares et ses ferries, ses paisibles villages au bord du lac où tout le monde se connaît. Mais derrière cette image de carte postale se cache autre chose, quelque chose qui ne figure ni dans les brochures touristiques, ni dans les communiqués de presse officiels. 364 000 hectares de Hiawatha, une île de 575 km² dépourvue de route, une rive où les pistes s'arrêtent en hiver et où rien d'autre ne commence. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur 3 étranges cas de touristes disparus dans cette région. Cliquez sur le bouton « J'aime » et c'est parti. Starla Goings a quitté son domicile situé sur 60 Mile Lake Road à Munising, dans le Michigan, âgée de 65 ans, mesurant 1,63 mètres, cheveux blancs, courts, yeux marrons, caissière de banque, une habitante, une femme que tout le monde connaissait dans la région. Elle est montée dans sa Volkswagen Tiguan orange de 2019 et a pris la route dans la nuit. Personne ne l'a revue depuis. Munising est une petite ville au bord du lac Supérieur qui compte environ 8000 habitants. Ce n'est pas un endroit où les gens disparaissent, c'est un endroit où tout le monde se connaît, où les portes ne sont pas verrouillées, où l'on connaît le nom de son voisin depuis sa naissance. Mais Munising se trouve à la lisière, juste à la lisière de la forêt nationale de Hiawatha, qui s'étend sur 364 000 hectares. Et la forêt se moque bien de savoir si l'on est connu ici ou non. La fille de Starla, Stephanie Goings, vivait loin de là, à Orlando, en Floride, avec son mari, Anthony Owens. Ils parlaient à sa mère tous les 2 ou 3 jours. C'était leur routine. Lorsque les appels ont cessé, quelque chose en eux leur a dit « ce n'était pas seulement du silence ». Le dimanche 17 août, à 18h30, ils ont appelé le bureau du shérif du comté d'Allegheny et ont demandé une vérification de bien-être. C'est ainsi que le compte à rebours a officiellement commencé. Les adjoints sont arrivés à 60 Mile Lake Road. Le mari de Starla, Stephen Goings, était à la maison. Starla n'y était pas. La voiture non plus. Ce qui s'est passé entre minuit vendredi et dimanche soir reste un mystère à ce jour. Alors que la famille restait silencieuse pendant 2 jours, la forêt était silencieuse elle aussi. Ce même jour, le 17 août, vers le crépuscule, les adjoints ont découvert une Volkswagen Tiguan orange. La voiture était garée sur une aire de stationnement en bord de route sur Peninsula Point Road, dans le canton de Munising, à environ 5 km et demi de la maison. Ce n'était pas une clairière. Il n'y avait pas de chemin de terre abandonné. Juste une simple aire de stationnement au bord de la route, à 2 pas de la civilisation. La voiture était là, comme si quelqu'un l'avait soigneusement garée avant de s'en aller. Aucun signe de panne mécanique, aucun signe de lutte, juste une voiture vide, au bord d'une route menant dans les bois. Le lendemain, le 18 août, plusieurs organismes se sont joints aux de recherche. La police d'État du Michigan, le bureau du shérif du comté de Marquette, le département des ressources naturelles du Michigan. Des équipes de recherche se sont enfoncées dans les bois. Des chiens ont été déployés le long de Peninsula Point Road et dans les bois environnants. Des hélicoptères ont ratissé la zone depuis les airs. Des bénévoles de Munising, qui connaissaient de Starla personnellement, se sont joints aux de recherche pour retrouver leur voisine. Starla n'a pas été retrouvée. Les semaines suivantes se sont fondues en une seule et même recherche ininterrompue. Le 6 octobre, 55e jour après sa disparition, le bureau du shérif du comté d'Alger a publié un communiqué officiel. L'enquête se poursuivait et les résultats des analyses médico-légales étaient attendus. Pas un mot sur ce qui avait exactement été envoyé pour analyse. Pas un mot sur des preuves spécifiques, seulement de l'attente. La forêt restait silencieuse et les autorités étaient presque aussi silencieuses. Le 28 octobre,
le 76e jour, un événement est venu changer la nature de l'enquête. Le bureau du shérif a annoncé qu'un mandat de perquisition avait été exécuté à la propriété de Stephen Goings sur Peninsula Point Road, le domicile du mari de Starla. Les enquêteurs fouillaient dans la propriété. Pour la première fois publiquement et officiellement, le shérif Brock a déclaré « La disparition de Starla est traitée comme une affaire de personnes disparues dans laquelle un crime violent est un facteur possible. » C'était la première fois en 76 jours que le mot « violence » était prononcé à voix haute. Ce qui a été trouvé exactement lors de la perquisition n'a pas été rapporté. La fille de Starla a réagi brièvement et de manière poignante. « N'arrêtez pas de chercher ma mère. Il est important de s'arrêter ici, car l'affaire Starla Goings peut être interprétée de deux façons, et c'est cette dualité qui la rend unique parmi des centaines d'histoires similaires. La première interprétation est criminelle. Une virée nocturne, une voiture abandonnée à 5 km et demi de la maison. Le mari est donc chez lui. Une perquisition de sa propriété est en cours. Le mot « violence » a été utilisé par les enquêteurs. Cette version s'inscrit dans la logique compréhensible, bien que terrifiante, du crime humain. Elle ne nécessite rien de surnaturel. Elle ne nécessite que la justice. La deuxième interprétation est celle pour laquelle cette histoire est racontée. L'affaire Starla Goings ne s'est pas produite dans une banlieue anonyme. Elle s'est déroulée à Munising, à 2 pas de la forêt nationale de Iatawa. Et cette forêt a sa propre histoire. Une histoire qui ne peut être classée dans un dossier intitulé « Affaire criminelle ». La forêt nationale de Iatawa s'étend sur 364 000 hectares dans la péninsule supérieure du Michigan. Elle est divisée en 2 blocs non contigus, s'étendant entre le lac supérieur, le lac Michigan et le lac Huron. Ce n'est pas une Mecque touristique. Le nombre de visiteurs était modeste. Les infrastructures sont minimales. Les agglomérations situées en périphérie se composent d'une poignée de petites villes, comptant chacune quelques milliers d'habitants. Quel que soit le critère utilisé, nombre de visiteurs, densité de population ou superficie, le nombre de disparitions documentées dans cette forêt devrait être proche de 0. Ce n'est pas le cas. Dans la base de données du chercheur David Polidis, connu sous le nom de Missing 411, Iatawa et l'ensemble de la péninsule supérieure du Michigan apparaissent comme un groupe distinct. Polidis compile depuis de nombreuses années les cas de disparition dans les forêts et parcs nationaux américains. Il a été l'un des premiers à remarquer que certaines zones forestières sont statistiquement surchargées de cas qui défient les explications conventionnelles. Accidents, égarements ou rencontres avec des animaux sauvages. Iata figure sur cette liste. La péninsule supérieure du Michigan présente une autre caractéristique qui est régulièrement soulignée dans le contexte de Missing 411. Ce ne sont pas seulement des touristes qui disparaissent. Des habitants de la région disparaissent, des gens qui connaissent ces zones mieux que quiconque, des chasseurs expérimentés, des pêcheurs qui empruntent les mêmes itinéraires depuis des décennies, des gens pour qui la forêt au-delà du seuil n'est pas une menace, mais un arrière-cour familier. Starla Goings a vécu à Munising toute sa vie d'adulte. Elle n'était pas une touriste qui s'était accidentellement égarée en territoire inconnu. Elle connaissait ses routes, elle savait où menait Peninsula Point Road, et pourtant, elle a disparu. Maintenant, concernant ce qui était particulièrement troublant dans cette affaire, au regard des schémas anormaux que Polidis a identifiés dans les cas les plus alarmants de sa base de données. Premièrement, la disparition s'est produite de nuit, plus précisément vers minuit. C'est atypique pour la plupart des accidents aléatoires dans les bois, qui surviennent généralement pendant la journée, lorsque les gens se déplacent activement sur les sentiers.
Une sortie de nuit est un contexte différent, un autre type de vulnérabilité. Deuxièmement, la voiture abandonnée. La voiture n'a pas été retrouvée dans un fossé ou sur le bord de la route après un accident. Elle avait été soigneusement garée. Cela signifie qu'au moment où elle s'est égarée, Starla était capable de conduire le véhicule de manière consciente. On ignore où elle est allée. Ensuite, à pied, de nuit, vers la forêt, ou pas vers la forêt. Aucune trace n'a été trouvée. Troisièmement, le laps de temps. Près de 42 heures se sont écoulées entre minuit le 15 août, date à laquelle elle a été vue pour la dernière fois, et le soir du 17 août, lorsque la famille a signalé sa disparition. 42 heures dans une forêt en août suffisent pour que les empreintes de pas s'effacent, que la pluie emporte les traces olfactives et que les témoins potentiels oublient dans les détails. Ces 42 heures constituent l'un des aspects les plus difficiles à expliquer de toute cette histoire. Quatrièmement, l'absence totale de preuves matérielles. Malgré une opération de recherche multi-agences mobilisant des chiens, des avions et des bénévoles, aucune preuve matérielle de la présence de Starla n'a été trouvée dans les zones forestières, isolées, le long de Peninsula Point Road après sa disparition. Pas de vêtements, pas d'empreinte de pas, pas le moindre indice sur la direction qu'elle a prise. Les gens ne disparaîtront pas comme ça, mais parfois, la forêt se comporte comme si c'était exactement ce qui s'était passé. Cinquièmement, l'attente des résultats médico-légaux. Le 6 octobre, le 55e jour, le bureau du shérif a confirmé qu'il attendait les résultats des analyses médico-légales. Cela signifiait qu'à ce stade, les enquêteurs avaient déjà en leur possession quelque chose qui nécessitait une analyse en laboratoire, sans que l'on sache exactement de quoi il s'agissait. En mars 2026, plus de 215 jours s'étaient écoulés. L'hiver dans la péninsule supérieure est une affaire sérieuse. La neige tombe en novembre et ne fond pas avant avril. Une couche de neige qui préserve même les objets les plus minuscules, vêtements, chaussures, os, sous son manteau blanc. Si les restes ou les effets personnels de Starla s'étaient trouvés dans une zone dégagée, la neige hivernale serait devenue leur gardienne involontaire, et non leur fossoyeuse. Les opérations de recherche se sont poursuivies tout au long de l'hiver. Le résultat est resté le même. C'est précisément là que les deux interprétations de cette histoire cessent de s'exclure mutuellement. L'enquête criminelle, avec ses fouilles, ses excavations et ses indices de violence, se déroule en parallèle avec le fait qu'en 215 jours, absolument rien n'a été trouvé. Même dans les cas de violence avérée, on retrouve généralement un corps. Les traces mènent généralement quelque part. Ici, le silence, aussi absolu et impénétrable que les murs de la forêt sombre le long de Peninsula Point Road dans la nuit du 15 au 16 août. Personne ne sait encore ce qui est arrivé à la caissière de Munising, une femme que les voisins considéraient comme l'une des leurs, qui connaissait cette forêt aussi bien que sa propre cuisine. Peut-être que la réponse se trouve dans une enveloppe médico-légale en attente d'analyse au laboratoire. Peut-être que la réponse se trouve quelque part au sein des 900 000 acres qui refusent de révéler leurs secrets. Un autre cas s'est produit sur l'île Royale, une île située au nord-ouest du lac Supérieur, à environ 24 km des rives du Michigan et à 13 km des rives du Canada. Elle couvre environ 570 km², un isolement total. On ne peut y accéder que par voie maritime ou aérienne. Le ferry depuis Houghton met 6 heures. Un hélicoptère, si le temps le permet. Par mauvais temps, impossible. L'île accueille environ 25 000 visiteurs par an. À titre de comparaison, Yellowstone en accueille 4 millions. Isle-Royale est l'un des parcs nationaux les moins visités du pays et en même temps
l'un des plus inaccessibles. Cette nuit-là, les conditions météorologiques rendaient l'utilisation d'un aéronef impossible. Mais 2 gardes forestiers ont répondu à un appel d'urgence. La décision a été prise immédiatement. Ils sont partis à pied. 18 kilomètres à travers la forêt nocturne de l'île, le long de sentiers qu'ils connaissaient, mais qui devenaient même complètement différents la nuit. Cela signifie que les informations reçues de par le parc étaient suffisamment graves pour que 2 personnes enfilent leur sac à dos sans hésiter et s'enfoncent dans l'obscurité. Ils ont découvert 2 touristes décédés. Les noms des défunts n'ont pas été divulgués dans un premier temps. La cause du décès n'a pas été officiellement annoncée. Les circonstances n'ont pas été rendues publiques. C'est précisément ce silence médiatique qui s'est immédiatement abattu sur l'affaire, qui est devenu en soi l'une de ses caractéristiques déterminantes. Il faut ici s'arrêter un instant pour examiner la géographie. C'est ce même lac qui sépare l'île Royale et la forêt nationale de Hiawatha. Le lac supérieur n'est pas simplement une étendue d'eau, c'est le plus grand réservoir d'eau douce de la planète en superficie. Il crée son propre climat. Il absorbe le brouillard si complètement que la visibilité tombe à 0 en quelques minutes. Il ne rend pas ses victimes noyées. La température de l'eau près du fond empêche les corps de remonter à la surface. Les habitants le savent. Les touristes, en règle générale, l'ignorent. Mais l'incident du 9 juin ne s'est pas produit sur l'eau. Il s'est produit dans un camping, sur la terre ferme, dans un endroit où les gens viennent planter leur tente et passer la nuit dans l'une des plus belles zones sauvages du pays. C'est important car cela exclut l'explication la plus évidente liée au lac. Qu'est-ce qui peut tuer 2 touristes en même temps dans un camping isolé sur une île entourée d'eau? Il existe plusieurs théories et aucune n'a été officiellement confirmée par des sources publiques. L'hypothermie est exclue. Le 9 juin marque le début de l'été. Même pour la péninsule supérieure, il ne s'agit pas d'une température critique. Une attaque d'animaux sauvages, des loups et des élans vivent sur l'île Royale. Pourtant, il n'existe pratiquement aucun cas documenté de touristes tués par des loups dans l'histoire des parcs nationaux américains. L'empoisonnement, possible, mais cela nécessite une confirmation en laboratoire qui n'a jamais été rendue publique. La violence n'est pas à exclure, compte tenu de l'isolement total du lieu. C'est précisément cet isolement qui rend cette affaire unique en termes de défi d'enquête. Quand quelque chose se passe en ville, la police arrive, une ambulance arrive, les caméras filment et les témoins sont interrogés. Quand quelque chose se passe dans un camping sur une île, où les gardes forestiers doivent marcher 18 km de nuit pour s'y rendre, il y a un décalage entre l'événement et l'enquête. Un décalage physique, temporel et médico-légal qu'aucun protocole ne peut combler. Le parc national de l'Île Royale ouvre pour la saison à la mi-avril et ferme à la fin octobre. En dehors de cette période, l'île est pratiquement inhabitée. Seul le personnel hivernal reste sur place pour surveiller la population de loups. Les touristes qui choisissent l'Île Royale sont, en règle générale, des randonneurs expérimentés. Ce n'est pas un endroit pour des balades tranquilles. Ceux qui viennent ici savent ce qu'ils font, ceux qui se sont préparés, ceux qui ont l'équipement, les itinéraires et l'expérience. Et ils sont morts sur un terrain de camping situé à 18 km du poste de garde forestier le plus proche. En mars 2026, aucune conclusion officielle n'avait encore été rendue publique concernant cette affaire. Les noms des victimes ont été révélés plus tard, mais le récit complet des événements n'a jamais été présenté au grand public. Le service des parcs a confirmé les décès. Rien de plus. Que s'est-il réellement passé et pourquoi les autorités gardent-elles le silence? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Certaines affaires s'inscrivent dans une logique, même si celle-ci est terrifiante.
Un accident, un crime, se perdre, l'hypothermie, la désorientation. Ce sont des explications qui font mal, mais qui laissent l'impression d'un monde compréhensible. Et puis, il y a le cas de Steven Kubacki. Aucune de ces explications ne s'applique à son cas, car il est de revenu. Steven Kubacki était étudiant au Hope College à Holland, dans le Michigan, âgé de 23 ans. Assidu, sérieux. Un homme que ses camarades de classe décrivaient comme fiable et attentionné. Il étudiait la psychologie et la théologie, deux disciplines qui traitent des questions les plus profondes sur la nature humaine. Le destin allait lui porter un coup cruel. La question même de la nature de ce qui lui est arrivé resterait à jamais sans réponse. En janvier 2008, à la périphérie de Holland, sur les rives du lac Michigan, Steven Kubacki est parti se promener. C'était l'hiver. La neige recouvrait le rivage d'un épais manteau. En janvier, le lac Michigan n'est pas un endroit où l'on se promène à la légère. C'est une étendue grise, presque arctique, d'eau et de glace, balayée par un vent d'ouest cinglant. Mais Steven connaissait ces lieux. Il vivait ici. Ses empreintes ont été retrouvées dans la neige. Elles menaient vers l'eau et s'arrêtaient. Elles ne tournaient pas. Elles ne s'écartèrent pas sur le côté. Elles s'interrompaient comme si un homme avait fait un pas et avait cessé d'exister à cet endroit précis. Les recherches ont commencé immédiatement. Ils ont ratissé la rive depuis Hollande, du nord au sud. Ils ont fouillé l'eau aussi minutieusement que possible, compte tenu des conditions hivernales. Les proches ont appelé les hôpitaux. Les amis ont fait le tour de tous les endroits où Steven s'était rendu. Rien. Personne. Aucun effet personnel. Pas la moindre trace au-delà du point où les empreintes de pas dans la neige s'arrêtaient. Il a été officiellement porté disparu. Janvier passa. Février passa. Le printemps fit fondre la neige sur les rives du lac Michigan. Et le corps qui était censé apparaître, s'il s'était noyé, s'il était mort de froid, s'il y avait eu un accident, ne fut jamais retrouvé. L'été passa. L'automne arriva. Une année s'écoula. La famille Kubacki vivait dans un état d'incertitude familier à quiconque a perdu un être cher sans explication, incapable de faire son deuil ou d'espérer, juste dans l'attente, sans fin en vue. 13 mois plus tard, en février 2009, Steven Kubacki a été retrouvé. Pas dans le Michigan, à Pittsfield, dans le Massachusetts. C'est à près de 1000 km à l'est de Holland. Il était vivant. Il était en bonne santé physique. Il se tenait dans la rue, vêtu de vêtements qu'aucun de ses proches ne l'avait jamais vu porter. À côté de lui se trouvait un sac à dos dont il ne pouvait expliquer le contenu, des objets qui ne lui appartenaient même pas et dont il ne se souvenait pas avoir acquis. Il ne savait pas comment il s'était retrouvé dans le Massachusetts. Il ne savait pas où il avait passé les 13 derniers mois. Il ne savait rien, absolument rien, de cette période de sa vie qui avait commencé sur les rives du lac Michigan en janvier 2008 et s'était terminée dans une rue de Pittsfield 13 mois plus tard. 13 mois, complètement effacés. Les examens médicaux n'ont révélé aucune cause organique à cette amnésie. Il n'y avait pas de traumatisme crânien. Il n'y avait pas d'accident vasculaire cérébral. Il n'y avait pas de lésion neurologique pouvant expliquer une perte de mémoire aussi importante. Les psychiatres qui l'ont suivi après son retour ont pesé leurs mots avec prudence. Les conclusions officielles n'ont pas été entièrement divulguées au public. Steven a repris ses études, mais dans une autre université, loin du Michigan. Il a accordé très peu d'interviews, et dans chacune d'elles, il a dû répéter la même chose. Il ne se souvient pas. Il n'esquive pas la question. Il ne cache rien. Il ne se souvient pas. Apparaître vêtu des habits de quelqu'un d'autre, avec les affaires de quelqu'un d'autre. C'est un détail qui semble insignifiant au regard de l'histoire dans son ensemble. Mais c'est l'un des plus troublants. Les vêtements et les affaires, c'est l'identité.
Un homme qui ne se souvient pas de 13 mois de sa vie apparaît vêtu de quelque chose qui n'est pas le sien et porte des objets qui ne lui appartiennent pas. Cela signifie que pendant ces 13 mois, quelqu'un ou quelque chose l'a habillé, l'a équipé et ne lui a laissé aucun souvenir de ce processus. Holland se tient sur les rives du lac Michigan, à quelques heures de route, au nord de Yavaata, à quelques heures à l'est de l'île Royale. Ce sont des lieux différents, des forêts différentes, des eaux différentes. Mais les grands lacs ne divisent pas cette région, ils la relient. Un seul et même système composé des 5 plus grandes étendues d'eau douce de la planète, s'étendant sur tout le Michigan, de la frontière sud jusqu'à l'île la plus au nord. Une seule étendue d'eau, un seul climat, un seul schéma. Les incidents mentionnés ici se sont produits à différents endroits de ce système. Starla Goings a disparu à Munising, là où le lac Iata vient lécher les rives du lac supérieur. 2 touristes sont morts sur l'île Royale, une île entourée par ce même lac. Stephen Kubacki a disparu près de l'eau à Holland. Il était réapparu 13 mois plus tard dans les montagnes d'un autre État, sans aucun souvenir de ce qui s'était passé entre-temps. 3 cas, 3 points sur la carte, pas une seule réponse. C'est précisément là que les statistiques cessent d'être de simples statistiques. Lorsque des anomalies se produisent de plus en plus régulièrement dans une même région, lorsque les recherches se heurtent sans cesse au même mur de silence, lorsque des personnes expérimentées disparaissent sur des itinéraires familiers. Leurs corps ne sont pas retrouvés là où ils auraient dû l'être. Cela cesse d'être une coïncidence. Cela devient une question. Un tapis en peau de vache est plus qu'un simple revêtement de sol. C'est une pièce maîtresse naturelle. Chaque tapis en peau de vache apporte une texture, une profondeur et un caractère unique qui rehaussent instantanément n'importe quelle pièce. Du petit tapis en peau de vache, pour des accents subtils, au grand tapis qui ancrera votre espace, chaque pièce est fabriquée à la main sur commande à partir de véritables peaux de vache authentiques. Il n'y a pas 2 tapis identiques, et c'est exactement le but recherché. Découvrez notre collection de tapis en peau de vache authentiques et trouvez la pièce qui s'intègre parfaitement à votre espace. Conçue pour durer, pensée pour faire de l'effet et fabriquée pour résister au temps.